on a réussi à faire le tour, je crois, des différents mots MAUX qui affligent la France, là, pour le meilleur ou pour le pire, malheureusement, et qui expliquent, disons, les racines des résultats des élections européennes. Mais j'aimerais passer à la réaction des marchés financiers. Les marchés financiers français ont subi une liquidation brutale. La semaine dernière, les investisseurs auraient liquidé principalement des obligations. Et tu, Des actions aussi, bien ouais. sûr. Là. Michael, je te passe la parole dans quelques instants pour que tu fasses ton topo sur la chose. Certains analystes et spéculateurs ont souvenu à croire que la BCE interviendrait, la Banque centrale européenne, pour réduire l'écart, mais encore une fois, Michael va en parler, l'écart des taux d'intérêt entre les obligations françaises et allemandes principalement, mais surtout Bruno Le Maire, ministre français des Finances, oui, a averti qu'une victoire de l'extrême droite pourra entraîner une crise financière. On comprend qu'il y a des raisons électorales derrière tout ça, mais c'est peut-être pas entièrement faux. Donc, Michael, on te laisse nous expliquer un peu quelle était, de un, la réaction des marchés, de deux, quelle est la situation globalement, fiscalement et économiquement en France, peut-être terminer avec quelques scénarios à anticiper, là, scénarios possibles à venir. Michael? Oui, j'allais faire une mauvaise blague, j'allais dire tu veux passer des mots aux chiffres. Ben, Donc c'est un peu ça, oui, c'est vrai. C'est un peu voilà. ça. Et je vais déjà poser la table, dresser la table, juste donner quelques éléments. On va dire, on va se positionner juste avant les européennes. Ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement d'Emmanuel Macron avait déjà perdu le contrôle des dépenses publiques. Alors, bien entendu, il n'est pas responsable de la totalité de la dette accumulée au cours des 50 dernières années. Où est-ce qu'on en est? Donc, on est actuellement à 3101 milliards d'euros. C'est 110% du PIB de la France. En 2023, le déficit public sur PIB était de 5,5%. Et actuellement, avant même d'un changement de gouvernement, la trajectoire de déficit sur PIB est de 6% en 2024. C'est-à-dire qu'on est 2 fois au-dessus du seuil du pacte de stabilité financière. Et si je peux ajouter, pour mettre les choses en perspective, pour une audience, c'est des chiffres assez immenses. La dette française, en ce qui a trait au ratio dette publique PIB, est le troisième plus élevé en Europe après la Grèce et l'Italie, qui sont bien sûr les mauvais élèves de l'Europe, si je peux dire. Ouais. C'est pour dire à quel point là, la France est endettée. Mais fin de ma parenthèse, Michael, je te laisse la parole. Exactement. Et donc, ça, c'était la photographie avant les européennes. Il y a eu le choc des européennes et surtout le choc de la dissolution. Et là, il y a eu une réaction. Parce que concrètement, alors déjà, première chose, heureusement que les agences de notation, que Moody's par exemple, a dégradé la note de la France avant les européennes. Parce que sinon, ça aurait été catastrophique. C'est Donc passé à double A moins? Si je me trompe. oui, la France est actuellement notée double A moins, puisque Fitch avait déjà dégradé la note de la France. Moody's l'a fait, S&P va probablement suivre. Mais ce qui est important, c'est que ça, ce sont les agences de notation. Mais en fait, les marchés financiers ont déjà dégradé la note de crédit de la France suite à ce qui s'est passé il y a 10 jours. Concrètement, les investisseurs institutionnels, donc les fonds de pension, les banques, les assureurs mondiaux, en fait, vendent les obligations françaises, donc les OAT, pour acheter des obligations allemandes, le Bund. Et c'est pour ça que ce qu'on voit actuellement, c'est que le spread entre l'OAT et le Bund est en train de s'écarter. Donc, on est dans une période de stress financier et la semaine dernière, le spread OAT-Bund est monté au-delà des 80 points. La crise est en train de se tasser un petit peu. Actuellement, alors j'ai regardé ce matin, donc le spread est actuellement de 76 points. C'est-à-dire que il a arrêté de se creuser.
peut-être préciser, pardon, Michael, les obligations, en fait, le rôle des obligations pour un État, et quand on parle du spread et des points, C'est qu'est-ce que la ça veut dire différence, c'est concrètement, là? juste la différence entre le taux d'intérêt, donc le taux auquel les États se financent. Alors dans ce cas-là, c'est à 10 ans. Et pour donner un ordre d'idée, oui, bah tu as raison. En fait, je vais vous donner les taux d'intérêt. Donc la France actuellement se finance à 10 ans à 3,17%. Et l'Allemagne se finance à 2,41%, c'était les taux ce matin. Donc c'est ça, c'est cet écart-là qu'on regarde. C'est-à-dire que les marchés sont en train de différencier la note de crédit des deux principales économies européennes. Si je peux résumer, en gros, les Allemands peuvent emprunter à des taux inférieurs, ce qui veut dire que leur dette à venir est moins chère que les Français. Exact. Et en fait, actuellement, la France se finance à 10 ans à un taux plus élevé que le Portugal. Le Portugal se finançait ce matin, donc les obligations portugaises à 10 ans étaient à 3,09%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Portugal, qui a une note de crédit bien inférieure à celle de la France, en fait, eux remontent. Ils améliorent leur note de crédit, ils sont remontés à A-. Le Portugal se finance moins cher que la France. C'est-à-dire que pour les marchés financiers, La France est plus risquée. la France est maintenant plus risquée que le Portugal. La prochaine étape, ça serait, qui serait un très très mauvais signal, ça serait que la France se finance plus cher que l'Espagne, qui ce matin, les obligations espagnoles à 10 ans étaient à 3,28%. Donc actuellement, le taux d'intérêt de la France est encadré par celui du Portugal, celui de l'Espagne. Ça veut dire que pour les marchés, la note de crédit de la France, c'est A- ou un peu moins. Et ça c'est un vrai choc. Parce que ça, on va dire, c'est une note implicite. C'est ce que disent les... De l'autre côté, si on regarde du côté des CDS, alors c'est les crédits default swap. Alors qu'est-ce qu'un crédit default swap? C'est un produit dérivé qui permet aux investisseurs institutionnels de se protéger contre un défaut de la France. Alors, qui achète ces produits-là? Ce sont, par exemple, des fonds de pension qui ont de la dette française dans leur portefeuille. Eh bien, la prime de ces assurances a doublé en 10 jours. Je sais pas si c'est assez énorme. C'est un signal. C'est ce que disent les marchés, c'est que il y a maintenant un risque lié à la probabilité de défaut vient d'augmenter nettement. Et je vais expliquer pourquoi. Et est-ce que des fonds ou est-ce que des spéculateurs aussi, un peu comme la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis où tout le monde a vu le film de Big Short là, qui ont fait une fortune en achetant des CDS un peu avant, disons, l'effondrement. Est-ce qu'il y a ici des spéculateurs plus que des fonds qui tentent de protéger leurs avoirs? Est-ce qu'on le sait? Principalement des investisseurs institutionnels qui achètent ces produits-là, mais bien entendu, tu peux très bien acheter des CDS sans posséder de dette française. C'est une possibilité, mais c'est difficile de traquer ces phénomènes de spéculation. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que on aurait des investisseurs qui jouent la possibilité d'une dégradation, mais en fait ils ne la provoquent pas, ils ne font que la suivre. Il y avait une autre réaction qui est extrêmement intéressante, c'est la réaction de la Banque centrale européenne. Donc, il y a eu l'économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philippe Lane, qui a minimisé la nécessité de la BCE d'intervenir pour soutenir le marché obligataire français et pour réduire l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans. Et donc, pour lui, il dit que c'est correction et tout. Et il a rappelé à la France que l'utilisation du TPI, donc la capacité pour la Banque européenne d'aider les pays en difficulté en rachetant leurs dettes sur les marchés, était conditionnée
au respect, on va dire, total ou partiel, du pacte de stabilité. Donc, on va le dire de façon simple. C'est, chers Français, faites au moins semblant de le respecter. C'est-à-dire que, de fait, le gouvernement d'Emmanuel Macron ne le respectait pas, mais au moins, il avait le mérite de dire on va faire le maximum pour essayer de le respecter. Mais là, on a maintenant des partis politiques qui sont en tête, il y en a un qui a le NPF a très clairement mis dans son programme qu'il ne respecterait pas le nouveau traité. Front populaire, c'est ce que le nouveau Front populaire qui ne respecterait pas le pacte de stabilité financière, et en plus qu'il dénoncerait tous les traités, tous les accords de libre-échange signés par la France. Rappelons que le nouveau Front populaire est la grande alliance à gauche, là, notamment, peut-être que Maximilien, tu peux préciser, mais incluant LFI, le Parti socialiste et les écolos. Et les écologistes. Donc c'est la petite union. La gauche, elle a une qualité, c'est elle a presque toujours su, il y a eu des exceptions notables, mais elle a presque toujours su s'unir dans les grands moments électoraux. Et ça, c'est quelque chose qui lui permet de continuer, en fait, à avoir une vraie représentativité au sein du Parlement. Elle l'aurait pas sinon. Pour rebondir, d'abord, je trouve remarquable la présentation qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup. Parce que, en France, on a, une connaissance quasi nulle, pour la plupart des Français. Mon père est analyste financier pour des fonds de pension, donc j'ai de la chance d'avoir un petit peu de formation sur le sujet. Mais on a une très faible formation, et moi, ce qui m'inquiète le plus puisqu'on donne aussi, je donne aussi un avis très rapide, c'est à quel point ce sujet de la dépense publique et de la dette est si négligé par l'ensemble de l'électorat et par les hommes politiques qui profitent de l'ignorance, je pense, des Français sur le sujet pour promettre n'importe quoi. Voilà. Et on ne pose jamais la question dans les médias français, ce qu'on fait toujours dans les médias britanniques. Est-ce que vous serez capable de financer et comment vous allez le faire? Alors parfois les gens ils disent n'importe quoi sur la manière dont ils vont le financer, mais au moins la question est posée. En France on ne la pose jamais parce que les journalistes eux-mêmes ne connaissent rien sur les marchés, et pourtant connaître les marchés c'est comprendre comment la dette française est financée et comment la France en partie continue à fonctionner aujourd'hui. Voilà, une remarque rapide, mais je voulais vraiment remercier pour cette très bonne présentation. Alors j'ai hélas deux clous à enfoncer, deux clous supplémentaires à enfoncer dans le cercueil. C'est la réaction de la Bourse de Paris. Donc, la Bourse de Paris a perdu quelque chose comme 9% depuis l'annonce de la dissolution. Et la Bourse de Paris a tellement baissé que la Bourse londonienne a repris la tête des places financières européennes. Et les principales perdantes, ce sont principalement les banques françaises qui, elles, sont obligées de détenir de la dette française. Et alors là, le dernier clou, ça a été porté par la Commission européenne, et donc c'était hier. C'est la décision d'ouvrir une procédure de déficit excessif contre la France, qui veut pour l'amener à revenir dans une trajectoire compatible avec le pacte de stabilité financière, mais revenir dans les 3% ou sous les 3%, ça veut dire 100 milliards d'euros de baisse de dépenses en France. C'est là où on en est. La France a du mal à trouver 10, 15 milliards. Alors 100 milliards, vous imaginez, c'est des montants qui sont faramineux. Donc voilà la situation. Mais pourquoi les marchés ont autant réagi? Alors ça s'est fait en deux temps. Il y a eu une première baisse. Alors ça dépend comment on le prend. Baisse au niveau de la Bourse de Paris, hausse au niveau des taux d'intérêt. Au moment donc de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée et d'appeler à des élections législatives anticipées. Premier coup de stress. Le deuxième coup de stress, ça a été la lecture des programmes. Alors ça a été deux choses. Les sondages, donc Maximilien en a parlé. Les deux partis qui sont en tête des sondages pour les élections législatives, c'est
un, le Rassemblement national, deux, le nouveau Front populaire. Et ce qu'il faut regarder, ce sont les programmes. Alors moi, j'ai fait une petite synthèse des programmes pour que tout le monde comprenne, et j'ai noté les chiffrages. Chiffrage de l'Institut Montaigne et chiffrage de l'agence France Trésor. Alors je vais juste faire très très vite, je vais vous donner les points importants des programmes. Et vous allez comprendre qu'on va vers une explosion des déficits. Donc, programme du Rassemblement, je vais aller dans le sens des sondages. Donc, le RN est en tête, je vais donner son programme en premier. Donc, annulation de la réforme des retraites, qui a été votée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Incluant l'abaissement de l'âge de 64 ans à 62 ans. Voilà, incluant l'abaissement de l'âge. 2, baisse des taxes sur l'énergie et l'électricité. Et 3, baisse des taxes sur l'essence. Et ça, c'est les 3 principales décisions. Alors, ils ont mis énormément d'eau dans leur vin. Là, c'était ce qu'ils ont annoncé, le nouveau programme est bien plus tranquille, on va dire, que le programme précédent. Et malgré ça, l'Institut Montaigne a annoncé que c'était un accroissement des déficits de 100 milliards d'euros par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire que ça veut dire une augmentation de 3 à 4% du PIB de déficit supplémentaire. Ça veut dire que ça mettrait la France sur une trajectoire de déficit de 9 à 10% du PIB annuel. Et ça, c'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est le programme du nouveau Front populaire. Au niveau financier, je parle pas du tout de politique ici. Je parle uniquement on parle d'argent. Donc, premier point, identique à celui du Rassemblement national, donc annuler la réforme des retraites. Donc, a priori, il y a peu de chances que cette réforme existe encore si un des deux favoris remporte l'élection. Deuxième chose, augmentation du salaire minimum de 15%. Troisième chose, augmentation des salaires des fonctionnaires, ce qui est logique puisque c'est la base électorale du nouveau Front populaire. 4, indexation des retraites sur les salaires, puisqu'en fait les salaires vont augmenter massivement, donc ils veulent que les retraites suivent cette augmentation. 5, contrôle des prix sur les biens de première nécessité, donc on va rentrer dans des prix administrés sur des produits alimentaires, sur je ne sais pas, moi si j'étais un industriel alimentaire, je ne sais pas si je vendrais mes produits en France si on m'oblige à les vendre à un prix administré. 6, l'augmentation des transferts sociaux. Alors tout un ensemble de transferts sociaux, par exemple les aides au logement qui seraient augmentés, les transferts. Tout un ensemble. 7. Alors comment ça se finance ? Il y a deux sources de financement qui sont apportées. Alors, premièrement, c'est une augmentation des impôts de 50 milliards d'euros sur les classes moyennes supérieures et les classes aisées. Donc, globalement, alors ça, ce serait dès l'automne. Hein. C'est assez rapidement, une fois que... l'objectif, c'est... si un gouvernement se monte, immédiatement ils mettent en place ces augmentations d'impôts qui toucheraient, puis ça a été annoncé, toute personne qui gagne plus que 4 000 euros va avoir moins d'argent à la fin du mois que s'il passe que précédemment. Et il y a aussi la restauration de l'ISF et la mise en place d'une exit tax pour pour dissuader les riches de quitter le territoire. C'est pas déjà fait largement. Non, l'exit tax avait été instauré par les riches, François Hollande. Les riches ont déjà largement quitté la France pour des ciels plus cléments fiscalement. Mais l'exit tax avait été déjà mis en œuvre par François Hollande, puis retiré par Emmanuel Macron. Et malgré ça, donc l'agence France, malgré le fait d'avoir cette augmentation d'impôts et tout, l'agence France Trésor chiffre l'accroissement du déficit à 300 milliards d'euros par an. Alors j'arrête de
calculer des pourcentages de PIB. C'est juste que, bon, je ne sais pas s'ils souhaitent réellement arriver au pouvoir, mais disons que ça va être difficile à financer. Parce que, je ne sais pas si vous aimez, il y a 300 milliards d'accroissement de déficit, plus 300 milliards de dettes à refinancer chaque année. Parce qu'en fait, c'est les 3100 milliards de dettes de la France. Il y a toujours une partie qui arrive à échéance chaque année. Et donc, par exemple, cette année, la France doit refinancer 300 milliards sur les marchés financiers parce qu'elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette. Donc, elle doit faire rouler sa dette. Et d'ailleurs, sont les économistes du NPF disent que de toute façon, ils sont pas là pour rembourser la dette, il suffit juste d'essayer de payer les intérêts. Donc, ils sont en dehors de toute idée de remboursement de la dette. Et pour terminer mon point sur les marchés, en fait, il y a 3 grands scénarios. Premier scénario, c'est un gouvernement qui obtient une majorité absolue. Alors oui, je termine. Bon, j'ai pas parlé du programme de Renaissance parce qu'en fait, je veux dire, il ne propose qu'une augmentation de 12 milliards d'euros, ce qui le fait presque paraître pour très raisonnable. Augmentation des dépenses. Une augmentation des dépenses de 12 milliards d'euros et donc Gabriel Attal dirige une campagne où il n'a pas de munitions. En fait, il y a quelques augmentations. En fait, il y a des augmentations, des exonérations sur les heures supplémentaires, c'est la fameuse prime Macron, passage de 3 000 à 10 000 si je crois bien. Mais donc les marchés regardent 3 scénarios. Donc un gouvernement qui obtiendrait une majorité absolue et qui a une légitimité pour gouverner. Ça c'est le premier scénario. Une instabilité parlementaire mais la mise en place d'un gouvernement minoritaire. Et le troisième scénario, c'est une impasse politique. Une impasse politique avec une France sans gouvernement, puisqu'il n'y a aucune capacité à mettre en place un gouvernement. Et donc, ça serait la mise en place d'un gouvernement technocratique, c'est-à-dire que ce serait un peu comme ce qui s'est passé en Belgique, les fonctionnaires qui dirigeraient le pays. Eh bien, le scénario préféré des marchés, c'est ce troisième scénario. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils savent que même si un gouvernement se met en place, imaginons que les sondages aient raison. Imaginons que le RN arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Les syndicats ont déjà prévenu, des groupes de gauche ont déjà prévenu, on va bloquer le pays. Ça va être le chaos. Ça va être le retour des barricades sur les ronds-points, ça va être terrible pour les chefs d'entreprise. Donc, étrangement, un gouvernement qui sera en mesure de gouverner n'est pas le scénario préféré par les marchés. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'entendre Raphaël sur ce que pensent les entrepreneurs, parce que lui est au contact des entrepreneurs français et à quoi ils s'attendent, quel est leur espoir. Est-ce que c'est parmi les ces 3 scénarios-là et qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux pour la France? Raphaël, peut-être toucher un peu la question du renouvellement de la dette à taux plus élevé, les conséquences que ça pourrait avoir, en plus de la question de Michael, bien sûr, à savoir qu'est-ce que les entrepreneurs, comment les entrepreneurs conçoivent la chose. Je vais te donner juste un chiffre. Tu parlais c'est la charge d'intérêt de la dette publique. Donc elle est de 55 milliards en 2024, mais mécaniquement, on sait qu'elle va atteindre 75 milliards avant la fin du quinquennat. C'est-à-dire que, en fait, on sait que la charge d'intérêt de la dette publique va représenter 2,7% du PIB avant la fin du quinquennat, mécaniquement.
juste lié à la remontée des taux d'intérêt. Voilà, c'est juste le petit chiffre. Raphaël Rosello. Merci. Ouais, merci Michael de faire cette précision parce que en fait là où on est en absurdie, nouveau pays sur la géographie européenne, on est en absurdie dans la mesure où ce que tu viens de rappeler et qui est déterminant pour la vie collective future, alors ça, personne n'en parle. Ok. Bon. Alors tu t'arrêtes à 75 milliards. Moi, je vois déjà 3 ans de plus pour arriver au niveau du budget de l'éducation nationale, qui est le premier budget de la France. Donc, bon, imaginez que que le gouvernement soit politique, fonctionnaire, technocratique, etc., nous allons être dans les 3-4 ans, c'est demain, à échéance d'un pays, nous allons être dans une impasse, pas vraiment une impasse, mais enfin dans une difficulté de gestion collective qui va être considérable. Or, le monde des entreprises est dans une relation je t'aime moi non plus avec l'État français. Pourquoi? Toutes les entreprises que j'accepte, si elles restent et je les accompagne sur de très longues périodes, mes clients sont des gens que j'accompagne depuis 15 ans, 18 ans, 20 ans, j'ai fait 3, 4, 5 opérations avec eux, etc. Donc, c'est ce que l'on appelle maintenant en France des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont à mi-chemin entre vraiment la PME, la petite entreprise, et la grande entreprise. Mais ce sont elles, le tissu industriel. Malheureusement, il n'y a pas assez d'ETI en France, comparé à l'Allemagne, comparé à l'Italie. Heureusement, ce n'est que le nord de l'Italie, mais le nord de l'Italie a un nombre presque équivalent en nombre d'ETI que le nombre d'ETI en France. Donc, ces entrepreneurs-là sont dans une relation, donc je t'aime moi non plus, parce que certes, il y a des impôts de tous les côtés, plus les charges sociales, plus les charges foncières, plus, mais l'État leur en renvoie une partie, notamment par le crédit impôt recherche. Bon. Étant donné que mes entreprises sont performantes et depuis longtemps, c'est qu'elles innovent, et à partir du moment où elles innovent, elles ont la capacité, tous les ans, de recevoir une subvention. Enfin, c'est pas sous le titre d'une subvention, mais ça correspond à ça, qui finance une partie de la R&D de ces entreprises-là. De même qu'ils ont des avantages à l'exportation, de même qu'ils ont des avantages parfois dans la création d'une activité dans une région. Ils vont aller la mettre au sud du Massif central où ils peuvent toucher sous formes diverses des aides. Donc, certes, ils payent à l'État beaucoup, mais ils en reçoivent un peu. Donc, ils sont quand même assez attentifs à qui sera, en tant que citoyen, c'est qui sera au ministère de l'Intérieur, qui va faire régner l'ordre en France, et pour eux, c'est qui sera à Bercy, c'est-à-dire au ministère des Finances. Et là, je vais faire un mélange entre ce que je récupère d'informations de mon fonds de commerce et l'opinion que je souhaite vous donner ce soir sur quels sont les scénarios possibles. Il y en a un que j'exclus, c'est l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Pour une raison macro-politique, macro-sociétale,
la France est en gros à droite. Alors certes, c'est un centre droit, etc. Je corrige cette affirmation par le fait que, contrairement à, je dirais, la quasi-totalité des pays occidentaux, nous avons, pour le Parlement français, enfin pour la Chambre des représentants, nous avons un mode d'élection dit majoritaire à 2 tours et qui est très difficile à comprendre pour nos amis canadiens ou américains ou anglais, etc., parce que nous ne sommes pas dans un régime de proportionnalité, parce que si on était dans un régime de proportionnalité, en gros, vous auriez, si les sondages sont bons, mais apparemment ils sont pas mauvais, allez, on aurait 38%, 40% de l'hémicycle qui serait avec des gens de droite dure, d'extrême droite, on aurait un pacte de gauche à 30-32%, ça nous met à 77 et on aurait un ventre mou entre 18 et 25 au centre. Bien. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Et ça, par contre, c'est impossible à calculer avant le lendemain du premier tour pour voir quels sont les duels ou les triangulaires, parce que, compte tenu de ce mode de scrutin, 32% de votants RN peuvent avoir 28% de l'hémicycle final ou 45%. On ne sait pas. Mais bon, sous cette nuance-là, je ne crois pas à l'arrivée du Front populaire en France. Bien. Je crois par contre à 2 cas de figure. Le cas de figure où le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, je penche pour cette idée-là, mais arrive dans des concertations sordides comme ça existe toujours, à aller chercher 5 LR machin, enfin bref, arrive à être le pôle capable, au fond de moi j'y crois pas, mais intellectuellement il faut l'aborder, capable d'avoir nommons-le Jordan Bardella Premier ministre. Là, j'ai une espérance et une crainte. L'espérance, c'est que ils vont se fracasser sur le mur de la réalité. C'est-à-dire que il va y avoir les Jeux Olympiques, il va y avoir ensuite les vacances scolaires, tout ce petit monde va se retrouver à Paris vers le 15-20 septembre, et que là, déjà, il prépare son coup en disant « je veux un audit des finances, etc. » Et l'audit des finances va dire « effectivement, merci Michael de ton résumé qui est brillant, on est déjà sur un déficit de 6%, on avait prévu ceci, cela, ceux qui n'ont pas 40 ans de cotisation mais 41 ne pourront pas partir avant tel âge. Raphaël, permets-moi juste une chose. Oui. Pour moi, le fait de demander un audit, c'est une pirouette politique. Je veux dire, il n'y a pas besoin de demander un audit. Il suffit d'ouvrir un rapport de la Cour des comptes et tout est là. Alors, je sais. Je veux dire, tous les chiffres que j'ai donnés sont des chiffres qui sont publics. Non, mais en fait, on dit la même chose. C'est-à-dire que on dit la même chose. Existe. Non, mais ce que je veux dire, les résultats de l'audit, on le connaît. Les résultats de l'audit, on le connaît. Oui. Par contre, politiquement, ça veut dire, j'aurai les résultats de cet audit le 15 septembre.
Donc, chers électeurs, merci de votre confiance. Je vous ferai une grande réunion de presse ou un débat à l'Assemblée nationale le 17, le 18 ou le 19 septembre au vu de ce résultat. Et là, il est à peu près certain que, et je vais vous dire pourquoi je suis certain, qu'ils ne mettront pas en vigueur ce qui aurait un impact trop lourd pour deux raisons. Ce n'est pas le papy qui a voté pour eux parce qu'il a peur pour l'immigration et la sécurité qui va descendre dans la rue parce qu'ils ne mettent pas en application la loi sur la retraite. D'accord? Par contre, donc, j'atténue un peu, et parce que, en fait, Michael, à vous trois, dans les couloirs du pouvoir en France, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des entrepreneurs, il y a des avocats, des comptables, qui aujourd'hui ne s'affichent pas proches du RN parce que leur femme les quitterait ou parce que leur gosse leur parlerait plus, ou, etc. Mais qui, sur le plan, on va dire, d'un État plus souverain, qui sur le plan d'un État plus dur à l'égard des gamins qui violent des gamines et qui ferait les gros bras, ils pourront pas faire beaucoup plus que ça sur des problèmes d'immigration. Bon, en fait, ils sont assez partants, d'accord. Donc, je nuance en disant le choc budgétaire RN, je n'y crois pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, bien sûr, le 9 ou le 10 juillet, si Macron nomme Jordan, là, vous allez voir les marchés financiers, l'OAT à 10 ans, certo, clair, ok? Mais j'ai cette espérance que fin septembre, on se dise, c'est ce qu'a fait admirablement l'italienne, ok, Meloni. et que Meloni, et que bon, ils sont un peu moins fous qu'on l'aurait pensé. Par contre, ça c'est mon côté un peu optimiste, volontariste sur l'aspect de la dette et du déficit. Par contre, sur le plan social et sociétal, alors là, la rentrée de septembre, elle va être très difficile. C'est pas un peu ce que les marchés anticipent quand j'ai envie de dire, les acteurs du marché commencent à concevoir la France comme étant beaucoup plus risquée. Ouais, bien c'est sûr. un peu qu'il y a Bien une crise sûr. sociale qui transforme le pays en un Bien pays sûr. qui ne pourrait plus opérer normalement et donc Absolument. ne pourrait Et peut-être plus puis, rembourser ses dettes tout ou tard à cause du chaos social, qui serait largement économique aussi, je veux dire, de cause économique. Mais le ouais, risque élevé de la France en ce moment ne découle pas de sa condition sociale non, précaire mais et inflammable. soyons concrets dans notre politique Mm. fiction. C'est que dans ce schéma-là, et nonobstant le risque social, on sait depuis justement le Front populaire, on sait que on ne sort d'une crise sociale qu'en payant. C'est pas le grand débat que Monsieur Macron a voulu mettre comme un cathéter sur les gilets jaunes. Non, c'est le chèque qu'il a fait, qui les a fait Donc, quitter. augmenter les dépenses. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on ne sort d'une crise sociale qu'en ne payant, à condition d'être riche. Non, je sais. Non, mais attends. Non, mais Michael. Non, mais ce que je veux dire, dans ma relation entre mon hémisphère positif et mon hémisphère négatif, l'hémisphère positif est de dire
ils vont se fracasser sur une réalité qu'on connaît, tous les quatre, elle est connue. Okay. Le bon peuple, elle, ne le connaît pas parce qu'elle ne lit même pas un journal, elle ne regarde même pas la télévision, d'accord. Donc on va la révéler et ils vont utiliser cette révélation pour dire c'est pas facile. Mais au même moment, le climat social va se dégrader de telle façon que là, il y a effectivement une pression. Ça, c'est mon deuxième scénario. Le troisième scénario, c'est qu'on retrouve, Bardella ne peut pas être nommé, clair, le Front populaire ne peut pas être nommé, donc, que fait Macron dans son fauteuil? Il a un Premier ministre qui n'est pas détesté autant que lui-même. Il va bien entendu consulter les radicaux et le Parti socialiste d'un côté, qui auront eu des sièges nommément, hein, parce qu'il y a un accord électoral, mais je m'appelle Joseph Dupont, j'incarne le PC, c'est moi, c'est pas le Front. Donc, il va y avoir des gens qui vont se dire, bon, on n'aura pas le pouvoir absolu, mais est-ce qu'on collabore? Et en fait, Macron aura la possibilité de dire, écoutez, il n'y a aucune majorité absolue qui s'est dessinée. Je ne peux pas revenir puisque on va être en septembre avec la proposition du budget français. Alors qu'est-ce que vous faites? Il faut que je passe avec le 49.3 ou vous allez me mettre une motion de censure. Et il n'est pas impossible que dans cette situation-là, alors, est-ce que le tour va se faire plutôt à gauche, donc centre et centre-gauche, ou plutôt à droite et extrême? Connaissant Macron et connaissant Attal, j'opterai plus pour le premier scénario. Ils se sentent, ils se sentent plus à l'aise avec un radical, voire un socialiste, que même avec un LR dont on ne sait jamais si c'est le faux cul d'un RN ou non. Voilà. Mais bon, je vous ai livré mon sentiment. Dans 3 semaines, on saura ce qui se passe. Alors, pour revenir donc à la problématique de la dette, c'est que indépendamment des conséquences sociales, si un RN élargi arrive au pouvoir, qui aura un effet coût de la dette certain, donc coût du financement de mes clients, on va passer d'un +6 à un +9 ou un +8, impossibilité de retrouver à échéance de 3, 4 ou 5 ans le niveau de la stabilité européenne, impossible. Et là, à combien sera l'OAT 10 ans, je n'en sais rien. Juste avant de finir, mon vrai souci, que je partage avec vous, parce que je l'ai partagé avec Philippe il y a 3 semaines, 1 mois, c'est indépendamment de ce qui se passe en France, le climat géopolitique mondial, la situation économique américaine, chinoise et allemande. En fait, il y a 3 moteurs sur Terre. Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne. Aujourd'hui. L'Allemagne, elle est quand même sacrément en panne. La Chine me paraît sacrément en panne. Et l'Amérique aujourd'hui ne l'est pas encore parce que son système de retraite fait que les Américains sont certains d'être riches aujourd'hui du fait d'une bulle sur les actifs financiers.
Donc, indépendamment de la situation française, là où j'ai une vraie inquiétude, et c'est le message que je passe à tous mes clients, be careful. Parce que si effectivement, alors bien sûr, en disant ça, j'aggrave la situation. Hein, puisqu'il y a une capacité, il y a toujours en économie un phénomène autoréalisateur. Si effectivement un grand nombre d'entreprises écoutent ce que je leur dis, moi qu'est-ce que je leur dis à tous? Tirez sur toutes les lignes de crédit que vous pouvez avoir. Ah d'accord, ça va vous coûter 3,5%. C'est votre prime d'assurance. Ouais. C'est votre prime d'assurance. Si effectivement il y a un cash crunch début 2025, vous aurez un petit coussin à disposition. Soyez très vigilants dans votre politique budgétaire et de développement à très court terme. Et donc, pour boucler sur la situation politique européenne, c'est que les populistes sont effectivement en tendance lourde pour les 3 raisons que je vous avais données au début de notre entretien. Ils sont tous dépensiers, interventionnistes et dépensiers, et ils n'ont pas les moyens de satisfaire leur électorat. D'où une vraie inquiétude. Une vraie inquiétude. Je vais ajouter en fait un volet peut-être plus financier. Si, comme tu le dis, on va sur une trajectoire de déficit public sur PIB de 8 à 9%, la Banque centrale européenne ne sera pas en mesure de venir au secours de la France. Je le sais. Ça veut dire que les taux d'intérêt vont clairement décrocher par rapport à l'Allemagne. Mais ça veut dire aussi que ça va créer des difficultés supplémentaires. Moi, je sais pas, on peut en parler. Enfin, moi, j'ai un peu peur pour l'épargne des Français parce que j'ai grandi dans les années 80 j'ai vu, alors j'étais un peu jeune pour le tournant de la rigueur de 83, j'avais 11 ans. Mais il y a eu une période où effectivement après 2 années de pouvoir, il y a eu une machine arrière, mais je sais plus si c'était sous Mauroy, je pense. Il y a eu un appel obligatoire à l'épargne, c'est-à-dire que il y a eu une période où, comme le financement sur les marchés était très compliqué, on a obligé les Français, tous les Français qui avaient un certain niveau de revenus, je ne me souviens plus exactement quel était le seuil, mais tous les Français qui avaient un certain niveau de revenus étaient obligés, c'était une souscription forcée, d'acheter des obligations françaises. Alors là, j'imagine que ces obligations vont être émises à un taux bien plus bas que le taux de marché. Mais ça va être pour une partie des Français. Mais si on a des problématiques pour vraiment boucler les fins de mois, parce que je pense que il y a une chose qu'il faut que les Français comprennent, c'est que si l'accès au marché financier est fermé, au bout d'un mois, les fonctionnaires ne sont plus payés, les retraites ne sont plus versées, les prestations de sécurité sociale ne sont plus versées, les aides au logement ne sont plus versées. Enfin, je peux aller comme ça très très loin. Je sais. Il y a un mois de cash. C'est la catastrophe finalement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est un scénario grec. C'est un scénario grec parce que quand je regarde la situation de la Grèce, alors pour ceux qui se souviennent, la crise grecque a démarré au premier trimestre 2008.
Et là, actuellement, ce que demande la Commission européenne, c'est une réduction de 100 milliards d'euros de réduction, enfin une réduction de dépenses de 100 milliards d'euros, juste pour revenir à 3% de déficit. C'est-à-dire que c'est une baisse de 3,6% du PIB par rapport au niveau actuel. Mais si on regarde le scénario grec, qu'est-ce que ça a donné? Le PIB grec entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2013, lui, il a baissé de 30,4%. C'est-à-dire que soit on le fait de façon, soit on essaye de revenir de façon ordonnée dans dans une trajectoire acceptable et la BCE viendra à notre secours, soit ça se fait de façon totalement désordonnée, un peu en mode panique, un peu en mode grec, où il faut couper à la hache, mais ça s'est traduit par une baisse de plus de 30% du PIB. Et en 5 ans, et même si on regarde aujourd'hui la situation de la Grèce, ils sont toujours plus bas de 22% par rapport à leur situation du premier trimestre 2008. Donc, le choix de la France, il est là. Et puis, on a parlé de souscription forcée, mais ça va faire très très mal pour tout le monde. Ça veut dire peut-être 3% de TVA en plus pour faire rentrer de l'argent. Ça peut être d'autres taxes et impôts qui arriveraient. Michael, je te remercie, mais profondément, et j'espère, mon cher Philippe, que cet échange sera vu le plus possible par nos concitoyens français. Espérons. C'est que en fait, je vis professionnellement dans un entre-soi qui est le monde de mon univers, donc d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'avocats d'affaires, etc. On va dire l'industrie de la valeur. Je parle pas des marchés financiers qui sont juste la porte à côté de moi, mais donc il y a de la porosité entre nous, mais entre l'industrie de la valeur. Dans cette industrie de la valeur, les petits déjeuners ou dîners qu'on fait entre confrères, etc., quand j'évoque ce genre de choses, c'est bon, enfin, t'es complètement malade, mais jamais nous ne serons dans ce genre de situation. Et donc, j'apprécie énormément l'échange que nous avons, parce que très calmement, sur la base des chiffres que tu as rappelés, sur la base des éléments que je vis au quotidien, cette éventualité passe de la possibilité intellectuelle à la probabilité. D'accord ? Quand je dis à des amis qui m'appellent en disant « Ah, mais est-ce que tu crois qu'ils peuvent toucher à notre épargne ?» Je dis « Bah, si t'as les 75, si tu n'as que les 75 ou les 100 000 euros comme total de tes assurances vie, alors qu'ils vont te foutre la paix. Mais si tu es dans 4 banques à 500 000 euros ou 1 million d'euros, etc., qu'ils disent par voie de décret qu'ils vont effectivement échanger, parce qu'il y a la souscription obligatoire, mais il y a également non, on va vous échanger, vous allez voir, ça, c'est la même chose, hein, on va vous échanger 3% de votre assurance vie contre 3% de bons du Trésor, l'État ne faisant jamais faillite, c'est top, etc. Bon, et votre plan, il vous dégage que du 2 ou du 3 ou du 4% en euros. Nous, on va vous donner du 5, donc vous allez être l'homme le plus heureux. On est dans ce genre de situation, et je dis bien, on peut passer du possible au probable. Alors, le problème, en fait, c'est je suis un obsédé. Je disais que j'étais un obsédé de l'état de droit, mais j'ai une autre obsession, c'est le facteur temps.
C'est cette phrase des anglo-saxons du time is of the essence. Je suis en fait arrivé dans la dernière ligne droite de ma vie professionnelle quand on me dit « Ah, vous êtes un grand banquier », ça je sais pas. Mais je sais, je pense aujourd'hui, maîtriser un chemin critique entre l'énoncé d'un problème et le temps pour le régler. Or, si vous venez en me disant que Société Générale sait régler votre problème en 2 mois, allez-y. Tout de suite. Ah bon, pourquoi? Moi, je pense qu'il faut entre 6 et 9 mois pour régler votre problème. Alors, est-ce que vous avez entre 6 et 9 mois de cash pour regarder votre problème? Ah bon, mais pourquoi? Je dis, mais simplement parce que moi, je suis un vendeur de valeurs mobilières, mais je vends pas une société cotée qui capitalise des milliards. Ça, c'est un autre métier. Moi, je vais vendre vous qui avez 0 liquidité de marché. Donc, il va falloir que je construise, il va falloir que je m'approprie votre histoire, il va falloir que je m'approprie votre projet, il va falloir que je m'approprie tous les problèmes qui vont se poser pour, vous dire quel va être le bon taux de votre émission, si c'est de la dette ou de l'equity, etc. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est à qui je vais aller le vendre. Ce temps-là, professionnellement, parce que je vais souvent à Bercy avec des clients, les types que j'ai en face de moi sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus rapides que moi. Ils ont une dextérité sur le Excel que je n'aurai jamais de ma vie. Et eux prétendent régler un problème en 3 semaines, 1 mois. Quand tu vas avoir, non pas 10 demandes jour, mais 100 ou 1000 demandes jour pour obtenir un décalage de TVA, pour obtenir un décalage de cotisation URSSAF, pour obtenir un décalage de ceci ou de cela. Bon. Il leur faudra du temps, parce que comme tu le dis, on n'a qu'1 mois de cash. Ok? Donc, entre la contrainte d'1 mois de cash et régler le système, il y a, et c'est mon souci, c'est au niveau du plexus qui commence à vraiment stresser, en tant que citoyen, c'est combien de temps me donnez-vous? Et là, j'ai envie de me tourner vers les syndicats, vers les fonctionnaires, en disant, mais putain, ouvrez les yeux. Vos demandes, elles datent d'il y a un demi-siècle. On n'a plus les moyens. Ah, mais il y a des riches, des machins. J'ai dit, mais attendez, même si vous regardez ce qui se passe avec les Russes. Ok, on est assis sur 150 ou 200 milliards, etc. On peut pas foutre leur argent et le donner aux Ukrainiens. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que tout fout le camp, qu'il y a plus aucun contrat, etc. Et ils peuvent faire la même chose. Ouais. Mais regarde, aujourd'hui, ils ont gelé le pognon, mais ils l'ont pas donné. Exact. Mais de la même façon que les avoirs européens en Russie sont aussi, le droit de propriété est plus ou moins respecté parce qu'ils ont racheté à la casse certaines participations, mais globalement, il y a autant d'argent des deux côtés. Je sais. Chacun tient l'autre de la même façon. Mais attends, on se tient tous par la barbichette. Donc, le problème, c'est que effectivement, et ça, il faut que ça soit un deuxième débat beaucoup plus, qui soit dédié à ça, c'est de combien de temps dispose-t-on une fois que everything will settle down, quand la poussière va tomber, que l'agitation, Jordan, Premier ministre, je descends dans la rue avec mon fusil, etc. Ou quoi, c'est encore Attal, il fait chier, bon, puis il va nous présenter un gouvernement de coalition, ça va pas marcher, etc. Bon, donc pour moi, je pense, parce que beaucoup de gens me disent, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, mais pourquoi Macron a-t-il fait aussi vite? Je n'ai qu'une explication. Je fais ça parce que le 9 juillet, je vais être devant une situation qui de toute façon sera problématique.
15 jours après, c'est les JO. Donc là, tout le monde va me foutre la paix pendant 3 semaines. C'est les vacances scolaires en France au mois d'août. Donc, j'ai entre le 9 juillet et le 9 septembre pour regarder calmement comment je peux répondre à ce qui va ressortir de ce Parlement. Je n'ai pas d'autres, Michael, je n'ai pas, Philippe, je n'ai pas d'autres. Dans ma tête, je connais pas mal de mecs, je connais un copain de promo, d'ailleurs c'est marrant parce que le copain de promo, quand je lui avais dit tu voteras pour Macron, il m'a dit ah ça jamais. J'ai dit ah bon pourquoi? Il dit parce que c'est le type le plus charmant, on peut aller à l'Élysée prendre un café avec lui, tu vas voir, il est drôle, etc. Il ne livre jamais. Et bon, je ferme cette petite parenthèse, mon cher Philippe. Peut-être qu'au montage, vous allez couper ce... Mais non, je sûrement pas. vais terminer peut-être sur une note positive, parce que on a dit énormément de mal de la dépense publique, pas du niveau de la dépense publique, pas de la dépense publique en elle-même. Mais peut-être que cette situation est ce qui peut sauver la France. Parce que je vais vous donner un chiffre, c'est que la dépense publique en France, par rapport à la moyenne des autres pays européens, on est à 58,1% du PIB en France pour la dépense publique. On n'est qu'à 49,8% pour la moyenne des pays européens. Ça veut dire qu'il y a plus de 8% du PIB d'économie potentielle, pas pour aller vers les États-Unis. Les États-Unis sont à 38% du PIB. On va pas baisser de 20 points le niveau des dépenses publiques, mais juste se mettre peut-être au niveau de l'Allemagne qui est à peu près à 49. L'Allemagne n'est pas un enfer capitaliste, ou alors je ne connais pas bien l'Allemagne. Non. Prenons même la moyenne de tous les pays. Si on se remet juste sur la moyenne, on a les moyens de redresser la situation et de gagner le temps dont tu parles. Parce que le principal problème de la France, c'est quoi? C'est que, et d'ailleurs tu l'as très bien expliqué avec ta théorie de la croissance factice gonflée à la dette, c'est que le PIB français stagne malgré toutes les injections de dette. Absolument. Le PIB stagne et sa base fiscale décroît. Et elle décroît parce qu'il y a une désindustrialisation. Et on refait le point exactement avec le début de ce que tu disais. Le passage de la production que l'on peut répartir à une consommation qui est gonflée par la dette.